Alors, je vais pas raconter mon bouquin, je vais l'expliquer. Je vais vous expliquer ce que j'ai voulu faire, pourquoi ça s'appelle comme ça, pourquoi ce que je publie là, c'est que la première moitié d'un projet qui en comprend une deuxième. Je suis en train d'écrire le deuxième volume de ce bouquin, et un petit peu quelle est la nature du projet et pourquoi ça vise justement un peu le public psy aujourd'hui. Alors, le point de départ que je pourrais donner, c'est quelque chose dont manifestement plusieurs d'entre vous ont entendu parler, c'est ce qu'on appelle les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Alors, les troubles obsessionnels compulsifs, ils sont définissables très simplement. Vous savez, ce sont ces pensées qu'on ne veut pas avoir et dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Par exemple, des pensées sacrilèges. Vous trouvez qu'une dame qui a des convictions religieuses extrêmement convaincue, n'est-ce pas, chaque fois qu'elle se met en prière, par exemple, elle a des mots obscènes qui lui viennent, de manière incoercible, sans qu'elle puisse s'y opposer, et d'une façon qui la met dans une sorte de honte, de culpabilité, de désarroi extrêmement intense. Par exemple, ça, c'est un type d'obsession mentale. Il y a des obsessions qui sont moins, si vous voulez, qui sont moins directes, qui sont angoissantes sans être culpabilisantes, comme par exemple, il y a des obsessions de comptage, des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de compter dans la tête, ou bien des obsessions qu'on connaît tous à un degré ou à un autre, par exemple de ne pas pouvoir s'empêcher de compter les rainures du pavé, ou de se mettre à vouloir mettre ses pas à des intervalles réguliers, par exemple, c'est ça. Qui peuvent, chez certaines personnes, prendre une dimension telle qu'ils ne peuvent même plus se déplacer dans la rue, sans compter les fenêtres, les réverbères, etc. Et s'ils ne le font pas, ils sont extrêmement mal à l'aise. Mal à l'aise, qui n'est pas, oui, de la culpabilité, comme la dame qui a des mots obscènes, j'entends qu'elle essaie de prononcer les paroles d'une prière, par exemple. Là. Et puis, en plus de ces pensées qui sont là, il y a ce qu'on appelle des compulsions. Alors, les compulsions les plus banales, les plus communes, celles qu'on voit souvent, c'est, par exemple, les gens qui ont des compulsions de vérification. Ils ne peuvent pas quitter leur maison sans avoir vérifié que le gaz est fermé, que le robinet de ceci est fermé, que la porte est fermée, etc., etc. Enfin, des choses de ce genre qu'on fait. Alors, ça qui est très important pour mon argument, c'est-à-dire qu'on le fait tous, plus ou moins. Mais vous ne passez pas 4 heures par jour au point de rater votre train ou d'arriver avec 3 heures de retard à votre travail ou de ne pouvoir, comme certains grands obsédés, arriver au travail qu'à 16h30 par exemple, parce qu'ils sont levés à 9h, mais le nombre de vérifications qu'il faut faire avant de pouvoir quitter le domicile est tellement immense et dévorant, et s'ils essaient de passer par-dessus l'une d'entre elles, ils sont complètement écrasés dans le bois, s'ils plus reviennent en arrière, quittent même leur travail pour revenir vérifier qu'ils ont fait ceci ou cela. Voilà. Donc les obsessions de vérification, et d'autres que les psys voient moins, mais que les dermatos connaissent bien, c'est les obsessions de lavage. C'est-à-dire où vous lavez les mains, parce que vous n'aimez pas avoir les mains sales, et puis ça prend 1 heure, puis ça prend 2 heures, puis ça prend 5 heures, et puis ça prend 8 heures, et puis à la fin vous finissez, vous foutez vos mains dans l'eau de Javel, voire dans l'acide chlorhydrique. Parce que le sentiment d'avoir des germes, de ne pas avoir la main absolument nettoyée, devient complètement intolérable. Il y a une figure très intéressante et encore probablement la plus angoissante de toutes, de ce qu'on appelait les obsessions impulsives, ou qu'on appelle aujourd'hui la phobie d'impulsion, qui est un truc qui frappe les mamans qui viennent d'accoucher assez régulièrement. C'est l'idée qu'elles pourraient prendre leur bébé et puis le balancer par la fenêtre, par exemple. Et une idée comme ça, c'est juste une idée qui les traverse. Le problème de la phobie d'impulsion, c'est que, vous êtes sur le bord du quai du métro, il peut vous traverser l'idée comme ça de pousser votre voisin sous le métro ou sous le tramway, ici, comme ça. Ça passe. Il y a des gens chez qui l'idée qui les traverse, non seulement ne passe pas, mais provoque un paroxysme anxieux tel que la maman, par exemple, est obligée d'appeler le papa et de sortir de la pièce parce qu'elle n'est plus tout à fait sûre qu'elle ne va pas prendre le bébé pour de bon le balancer par la fenêtre. Ou alors que la personne se trouve autour du quai du métro, n'est-ce pas, et puis au lieu de simplement rester là avec vous, elle va reculer de 3-4 mètres parce qu'elle ne sait pas ce qui pourrait lui prendre
et si elle ne serait pas comme ça dans un coup de folie en train de réaliser cette chose-là, au point même de quitter le métro, etc. Alors, ce qui est très, très frappant, c'est qu'on a tous l'intuition que ce genre d'idées, c'est pas des choses qui sont, enfin, on n'en a peut-être pas des aussi dramatiques, mais des choses de ce genre, des maniaqueries de précision, des choses qu'on fait en parallèle, etc. Sauf que bon, ça, voilà, ça flotte dans la vie ordinaire et puis on passe à autre chose. Sauf qu'un certain nombre de gens en font une maladie gravissime. Alors, une des choses les plus frappantes et les plus intéressantes, ce par quoi j'ai voulu commencer mon questionnement sur cette affaire, parce que j'ai fait ça sur le transsexualisme, j'ai fait ça sur d'autres, sur l'hystérie, sur d'autres bouquins, c'est de se demander déjà, est-ce que ça a toujours existé? Se demander si ça a toujours existé, c'est poser une question du genre, est-ce que c'est par exemple un trait de la nature humaine que quand on fait quelque chose, au fond, pour des raisons qui ont trait à notre constitution morale, c'est hyper angoissant, hyper culpabilisant, et que donc on est toujours pris dans un machin de vérification, etc. Et que partout donc où vous aurez une existence morale, c'est-à-dire dans toute société humaine où il y a des exigences religieuses, des existences morales, etc., ben vous allez trouver des phénomènes de ce genre. Et l'autre manière de dire que ça a toujours existé, c'est de dire, au fond, c'est un bug égal X temps de cerveau, qui a probablement des fondements génétiques, qui éventuellement peut avoir des formes extrêmement différentes selon que vous êtes, je sais pas, dans une communauté très pratiquante de juifs dans un Karamé Hacharim à Jérusalem, que vous êtes à Athènes au IVe siècle après Jésus-Christ, que vous êtes à Paris en 1838, etc. Ça peut prendre des formes extérieures différentes, mais au fond, le cœur du truc, ce serait que c'est un bug qui s'active, qui est à peu près le même partout, chose égaliste, hein. On pourrait chercher par des moyens neuroscientifiques, par l'imagerie, par des comparaisons génétiques entre les jumeaux, etc., qui se reproduit, et puis voir si cette anomalie du cerveau se présente partout. Alors, dire que ça a toujours existé, quand vous prenez les choses sur le plan moral, ce serait... C'est une chose qui est très sensible dès le XIXe siècle, c'est que les gens sentent bien que, vous avez qu'à penser à Dostoïevski, à Nietzsche, même à Kierkegaard, hein, c'est l'idée que la conscience, c'est à la fois ce qui fait l'essence de l'être humain, et en même temps, c'est quelque chose de morbide. Il y a une maladie de la conscience, comme dit Dostoïevski. Le fait d'avoir une conscience, c'est épouvantable, parce que à la fois ça crée la dignité de l'homme, et en même temps ça l'enferme dans un dispositif, un rapport à lui-même, d'auto-examen, de culpabilisation et d'angoisse, qui est un prix exorbitant payé pour cette identité, cette dignité qu'il trouve dans sa conscience. Et lorsque vous y ajoutez la dimension religieuse, par exemple la question de savoir si vous êtes consciencieux dans vos devoirs religieux, une chose qui est extrêmement impressionnante dans le protestantisme, et notamment au moment de la naissance du protestantisme, ce qu'on appelle la lutte de la réforme et de la contre-réforme entre catholiques et protestants, avec la question de la confession, la question de savoir si vous êtes suffisamment bien confessé, qui est encore aggravé chez les protestants, parce que comme la confession ne sert pas de... Vous ne pouvez pas avoir de pardon dans la confession, hein, chez les protestants il y a un refus de l'idée que confesser ses péchés soit en soi un prêtre, soit en soi un moyen de se pardonner, parce que vous avez un rapport beaucoup plus direct à Dieu. Quand vous êtes directement sous l'œil de Dieu, vos fautes et vos péchés, votre conscience, votre solitude absolue, devant ce que Dieu connaît de votre plus intime de vous-même, rend la culpabilité absolument terrifiante. Au point que la moindre pensée mauvaise qui vous vient malgré vous est dans le protestantisme un signe clair de damnation. Si vous avez une pensée mauvaise, une pensée sexuelle, une pensée agressive, une pensée de vol, de la propriété d'autrui, etc., et qu'elle insiste, mais c'est comme une sorte là de cimentable, eh bien, pour les protestants du XVIIe siècle,
c'est un indice que la grâce vous est refusée. Ça, c'est vraiment un truc extrêmement virulent et qui cause, chez les puritains, par exemple, des angoisses absolument immenses. Ça donne forme à cette maladie du XVIIe siècle, du XVIe, du XVIIe siècle, qu'on appelle la mélancolie, qui est un peu mystérieuse, une sorte de nébuleuse de troubles, qui attriste et qui peine, etc. L'introduction de la question religieuse et la radicalisation du débat religieux entre protestants et catholiques, ceux qui se confessent et ceux qui sont seuls face à Dieu, produit une sorte d'exacerbation, d'incendie, en quelque sorte, de cette susceptibilité morale. Et c'est là où on va observer pour la première fois, en masse, chez des gens comme vous et moi, des tocs. Pas seulement chez des gens qui sont des monastères et qui s'investissent spécifiquement dans la vie religieuse, puisque les protestants, ils servent les monastères. Il n'y a plus de monastères. Tout le monde est censé avoir cette existence religieuse, ce rapport personnel à Dieu. Et donc ça fait flamber dans la conscience ordinaire des gens, qui en plus, les protestants, ils apprennent à lire, parce qu'il faut dire la Bible, etc. Tout le monde se met à avoir une scrupulosité et une angoisse, une intensité extrême. Et c'est le moment où apparaissent, historiquement, en masse, ce phénomène d'angoisse, de blasphème, cette angoisse de manquer à ses devoirs religieux, cette horreur devant les pensées qui vous traversent, une pensée sexuelle, une pensée agressive, etc., qui devient un signe de votre damnation potentielle. Alors, la grande question qui se pose, donc on dit que ça a toujours existé, c'est est-ce qu'on a des documents qui montrent par exemple que ça existe dans l'Antiquité? Alors, je commence donc dans l'Antiquité et j'essaie de montrer qu'il y a tout de même un vrai problème, c'est que dans l'Antiquité on cite presque toujours le même texte pour prouver qu'il y a toujours eu des tocs. Et ce texte, c'est un caractère de Théophraste. Théophraste, c'était un disciple d'Aristote, c'était même le successeur d'Aristote. Quand Aristote est mort, c'est Théophraste qui a pris sa succession, qui est devenu en quelque sorte le chef des aristotéliciens. On a perdu beaucoup de ses traités, enfin pas tous, un certain nombre. Et Théophraste a notamment écrit des caractères. Et il y a un de ces caractères qui est le caractère du superstitieux. Et le superstitieux, chez Théophraste, superstitieux, j'ai retraduit, il y a plein de traductions disponibles, mais le superstitieux, voilà ce qu'il dit. Alors je vous lis ce caractère. Il se pourrait bien que la superstition en fait consiste en une crainte se rapportant au divin, et le superstitieux est du genre à se laver les mains, à s'asperger à la source sacrée, et qui, le bras de laurier à la bouche, se promènerait ainsi du matin au soir, se purifier. Une belette traverse-t-elle le chemin, il n'avance plus jusqu'à ce que quelqu'un d'autre soit passé. C'est comme pour les Grecs, c'est comme un chat qui passe de gauche à droite, ou un chat noir, c'est la belette chez les Grecs. Ou que lui-même ait jeté 3 pierres par-dessus le chemin. S'il voit un serpent dans sa maison, et que ce serpent se trouve être joufflu, il invoque Sabasios. Mais si c'est un serpent sacré, alors tout aussitôt il fonde sur place un temple dédié à un héros. S'il passe devant les pierres ointes qui se trouvent au carrefour, il y déverse de l'huile de sa fiole. Il tombe à genoux et il ne s'éloigne qu'après s'être prosterné en les adorant. Une souris a-t-elle rongé un sac de farine, il va chez le devin, s'enquiert de ce qu'il faut faire. Ce dernier lui répond-il qu'il faut le donner au cordonnier et le faire recoudre. Notre homme n'en a cure, et il le plante là pour aller offrir un sacrifice expiatoire. Il est homme à vouloir purifier continuellement sa maison, la prétendant ensorcelée par Hécate. Les chouettes ont-elles ululé sur son passage, le voilà tout troublé. Il s'exclame « Athéna est plus forte » avant de reprendre son chemin. Il se garde absolument de marcher sur une tombe, de s'approcher d'un mort ou d'une femme en couche, prétendant éviter toute souillure et pour lui cruciale. Le 4 et le 7 de chaque mois, etc., etc., etc. Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est que quand vous lisez des textes contemporains sur les tocs, par exemple de quelqu'un qui s'appelle Jean Cotreau, qui est quelqu'un qui a écrit des trucs sur les thérapies cognitives et comportementales des tocs, Jean Cotreau dit, voilà la preuve que dans l'Antiquité, ça existait déjà.
le livre commence par le fait que ça vous donne l'impression que ça, c'est une description de maladie, et j'essaie de montrer qu'en fait, absolument pas. C'est absolument pas une description de maladie, que les caractères, qu'il n'y a absolument personne d'autre que Théophraste qui parle de gens qui seraient malades de ça. Et que donc j'essaie de montrer quel est le véritable statut de cette description. Et l'hypothèse que je défends, c'est qu'en réalité, c'est un moyen de faire un portrait pour la comédie. C'est un portrait type du superstitieux pour faire la comédie. Et en particulier, le grand auteur de comédie de l'époque, dont on pense qu'il était l'élève de Théophraste, qui s'appelle Ménandre. Et il se trouve que Ménandre utilise des portraits qui sont faits comme ça pour construire des situations morales, et notamment pour montrer quels sont les vices et les vertus, les extrêmes entre lesquels se constitue la vertu. Parce que les Grecs, par exemple, ils ont une définition de la vertu, c'est le juste milieu. Le juste milieu. Ni trop, ni pas assez. La personne courageuse, elle n'est ni lâche, ni téméraire. C'est vraiment une idée de juste milieu. Et Aristote avait développé toute une théorie de la vertu comme juste milieu, dans lequel il fallait construire les extrêmes. Or, quelquefois, pour construire ces extrêmes, il faut construire des portraits des extrêmes. De celui qui manque d'une vertu, celui qui, au contraire, pousse une tendance à un extrême qui est trop élevé. Et tout le jeu de la comédie, c'est de mettre en scène les extrêmes entre lesquels il faut se tenir, parce que c'est une vertu civique, éducatrice et morale. Donc vous n'avez absolument pas affaire chez, par exemple, en fait c'est un texte de description clinique, mais un portrait idéalisé qui permet de donner des idées de développement pour la construction du personnage de comédie qui sert à éduquer moralement. La comédie a une fonction d'éducation morale des gens qui y assistent. Et je montre par exemple qu'il y a dans une pièce de Ménandre qui est conservée, du Scolos, le grincheux, un personnage qui correspond exactement à ça, qui a les mêmes... Rendez-vous bien compte que c'est vachement embêtant que ça n'existe pas toujours et qu'en fait, parce que ça voudrait dire que quand vous avez des hypothèses sur les anomalies du cerveau, et en particulier si elles sont d'origine génétique, c'est vital pour l'argument que ça ait toujours existé. Parce qu'on ne peut pas supposer, les Grecs, c'est 400 ans avant Jésus-Christ, on ne peut pas supposer qu'il y ait des mutations génétiques comme ça qui soient tellement récentes en fait qu'elles produisent des maladies. Enfin, non, il faut que ça existe depuis plusieurs milliers d'années dans le type d'espèces humaines que nous sommes, avec des sélections évolutionnaires, etc. Bon. Donc c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est de montrer que la course à découvrir partout des traces de troubles obsessionnels ou compulsifs pour fonder le fait que c'est un truc dans le cerveau, invente quelquefois des sources ou des choses qui n'existent pas. Alors, ça c'est mon premier point, c'est d'essayer de construire une très longue histoire de ces sentiments extrêmement désagréables que je viens d'évoquer et de la façon dont ils ont été traités. D'un point de vue moral, d'un point de vue religieux, d'un point de vue psychiatrique. Comment au XIXe siècle ça devient une question psychiatrique chez Esquirol. Et comment c'est devenu, avec les transformations de la médecine, un objet tout à fait fascinant pour les neurosciences, pour la psychanalyse, etc. En effet, avant les TOC, la façon de nommer ces obsessions et ces compulsions, c'est ce qu'on appelle la névrose obsessionnelle. C'est un mot qui est beaucoup plus commun, c'est passé dans le langage ordinaire en toutes les langues européennes, n'est-ce pas? Un obsessionnel, c'est ce type scrupuleux qui est rigide, qui fait constamment la même chose, qui n'arrête pas de vérifier, qui revient constamment sur les mêmes trucs, qui est dans l'angoisse et la culpabilité, qui est de faire mal à tout moment. Et c'est un trait de caractère, c'est même devenu un trait de caractère. On identifie quelqu'un dans la conversation courante en utilisant ce terme, dont il faut bien se rendre compte. En français, il apparaît dans les années 20, il est vraiment tiré des traductions de Freud en français. Ça a tout de suite paru aux gens caractériser un style de rapport aux choses et au monde qui est tout à fait spécifique.
et notamment spécifique de la modernité, de ce qui se passe, disons, dans les gens qui commencent vraiment à nous ressembler, quoi, un peu avant la guerre de 14 jusqu'à aujourd'hui. Et alors, je fais une histoire, à la fin donc du premier volume, je fais une histoire de l'invention de cette notion de névrose obsessionnelle par Freud. Et j'attire l'attention sur le fait que justement, quand Freud invente ce mot-là, qui va avoir un succès fou, effectivement il va être très très vite repris et accepté, il emploie un mot, Zwangsneurose, qui est très spectaculaire en soi par rapport à la situation du temps. Parce qu'au fond, les gens ont bien vu qu'il y avait des grands compulsifs, là, comme ça, qui passent des heures à se laver, à vérifier tout, qui ont des pensées sacrilèges, etc. Mais pour eux, ça ne fait aucun doute que des comportements aussi anormaux ne peuvent être que des comportements de fous, de psychotiques. Si bien que vous avez l'expression de psychose, de psychose obsessionnelle qui existe. Vous avez l'idée que l'obsessionnel, c'est quelqu'un qui est en réalité un très grave malade mental. L'étape suivante, bien souvent, c'est de considérer qu'il va devenir paranoïaque ou bien dément précoce, c'est-à-dire schizophrène dans la terminologie de l'époque. Et il ne viendrait à l'idée de personne de considérer que c'est une névrose, c'est-à-dire quelque chose qui peut atteindre tout le monde, qui est un simple rapport quantitatif, l'augmentation, en quelque sorte, d'un trait particulier, qui peut aboutir à produire des symptômes aussi graves. Et donc, avec l'idée de névrose obsessionnelle, il y a vraiment un pont qui est construit chez Freud entre ce que tout le monde connaît, les petites obsessions, les petites répétitions compulsives, les petites vérifications, etc. Et puis, les grandes obsessions culpabilisantes, intenses, les grandes... Et ce que fait Freud, c'est qu'il invente un moyen psychologique d'expliquer comment on passe du petit au grand, en quelque sorte, une variation quantitative qui permet de ramener les choses à une variation quantitative. Sans dire que les obsédés, ce qu'on appelle les obsédés à l'époque, sont des tarés, des dégénérés, etc. J'emploie le mot obsédé parce que chez les Français à la même époque, on commence à faire la différence, et c'est d'ailleurs pour ça que le mot obsédé, dès avant la guerre de 14, en français, le mot obsédé va connoter ce qu'on appelle l'obsédé sexuel et le pervers. Comme vous le savez, l'obsédé sexuel et le pervers, c'est pas du tout la même chose que l'obsessionnel. L'obsédé pervers, c'est celui qui est un impulsif. C'est celui qui passe à l'acte. Il se retient peut-être, mais il se retient juste un moment, et puis finalement, quand il passe à l'acte, il en éprouve un grand soulagement. C'est par exemple le kleptomane, le voleur des grands magasins que décrit Zola, la voleuse de grands magasins. C'est l'exhibitionniste. C'est l'agresseur pervers. C'est même chez beaucoup de gens, c'est le début de la toxicomanie, celui qui commence à être obsédé par la consommation, qui ne peut pas s'empêcher d'aller consommer des produits toxiques. Tandis que l'obsessionnel, c'est celui qui évidemment se retient, mais se retient dans l'angoisse de passer à l'acte, qui est épouvanté par l'idée de passer à l'acte. Et donc, d'une certaine manière, il a les mêmes idées, l'obsessionnel, des idées perverses, des idées de tuer, des idées de violer, etc. Il a les mêmes idées, mais lui, il vit dans l'angoisse, le fait de se retenir, tandis que l'obsédé, lui, il va vivre dans le soulagement, le fait de passer à l'acte. Il dit que lorsque l'obsédé l'obsessionnel, en général, ne passe jamais à l'acte, il ne passe jamais systématiquement. Il passe sa vie à s'angoisser de passer à l'acte, mais il ne le fait jamais. On n'a pas les mamans avec les pires phobies d'impulsion. Il y a le nombre de mères qui passent par la fenêtre est infime par rapport au nombre de mères qui vivent dans l'angoisse épouvantable de le faire, par exemple. C'est vraiment, il y a une disproportion gigantesque. Et alors, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que même les cliniciens français avaient bien repéré qu'il y a une différence entre être compulsif et être impulsif. Le compulsif, c'est celui qui se retient, mais ça avorte toujours au dernier moment. Il s'empêche de passer, il passe pas à l'acte. Et l'impulsif, qui lui, finalement, va trouver du soulagement et non une destruction de lui-même dans le fait de passer à l'acte.
Donc je raconte un peu le paysage dans lequel ça se passe, comment ça s'est mis en place, vous voyez, comme des... Je mets un peu ça en réserve pour le développement. Vous voyez, c'est pas un objet médical dont je suis en train de parler. C'est vraiment des représentations tout à fait quotidiennes qui sont passées dans le langage ordinaire et qui sont des moyens pour chacun de voir à quoi ce que c'est que la vie intérieure. Ce que c'est que les pensées désagréables, les pensées dont on ne veut pas, les intuitions, enfin les images qui nous traversent et qui nous culpabilisent, etc. C'est pas un objet médical à proprement parler. C'est une expérience extrêmement commune. Ça infiltre la littérature, ça infiltre les médecins racontent comment les gens ordinaires vivent ce type d'expérience. Et donc c'est une leçon tout à fait fascinante sur la constitution de soi dans notre civilisation. C'est un des aspects des choses sur lesquels je vais revenir. Et je termine donc le premier volume sur le mourant. Le mourant qui est le cas central que Freud a mis de névrose obsessionnelle, développé de névrose obsessionnelle, que j'explique au début du deuxième, et je suis en train d'écrire le deuxième, donc c'est ça. Alors, quand j'essaie de dire que ce que j'essaie de faire valoir, faire sentir au lecteur, c'est que tout le monde a une idée de ce que sont ces espèces de petites obsessions ou de compulsions. Enfin, la plupart d'entre nous, on a une idée, on rencontre ça, ou l'ont vu, l'ont observé à tel ou tel moment de notre vie, et que je dis que c'est ni un bug dans le cerveau qui a toujours existé, ni non plus un trait universel de la vie morale. Et j'en fais, et ça c'est la grande hypothèse, c'est pas simplement l'histoire d'un symptôme médical, c'est vraiment une hypothèse une hypothèse anthropologique, sur la genèse de la conscience de soi et sur la genèse du rapport à soi en Occident, c'est que c'est spécifique à notre civilisation. C'est-à-dire qu'on peut montrer qu'il y a des civilisations, je donne l'exemple de l'Afrique ou de la Chine, etc., dans lesquelles l'obsessionnalité, elle existe, si vous voulez, mais elle n'est pas constituée comme un problème aussi grave que ça a été constitué comme ça chez nous. Et là, je fais référence à un grand sociologue mort, mais qui a beaucoup inspiré mon travail, qui s'appelle Norbert Elias. Alors, pourquoi je me suis appuyé, vous voyez, pour faire cette histoire de névrose obsessionnelle sur Norbert Elias, c'est pour la raison suivante. C'est que Norbert Elias a écrit un bouquin qui s'appelle La civilisation des mœurs, qui raconte comment les mœurs des individus se sont civilisées, comment on est devenu poli, maître de soi-même, comment on a appris progressivement à contrôler ses expressions de visage, ses pulsions, etc., à manger avec une fourchette, à ne pas cracher par terre, etc. Et comment les mœurs se sont civilisées et quelles sont les conditions sociales générales de la civilisation des mœurs, qui est une des conditions de la maîtrise de soi et du contrôle de soi-même, en particulier, notamment en Occident. Il fait remarquer, Norbert Elias, que ça commence en gros à la fin du Moyen-Âge, au moment où les contraintes pour empêcher les gens de faire n'importe quoi, les jeunes en particulier, dans les descriptions que vous avez, qu'on a à la fin du Moyen-Âge, vous disiez Rabelais par exemple, c'est extrêmement sensible, les jeunes, de lui donner libre cours à leur violence, à leur pulsion sexuelle, etc. Les moyens qui étaient employés étaient des moyens de violence physique, extrêmement clairs. C'est-à-dire que quand il y avait un carnaval, il y avait nécessairement des archers partout pour taper sur les gens que l'alcool rendait et que l'excitation rendait complètement... et il fallait, si vous comparez ça avec une sortie de stade dans un match de foot, par exemple, 100 fois plus de personnes pour canaliser des foules qui s'excitaient elles-mêmes et qui étaient capables, comme ça, de devenir des menaces majeures à l'ordre public quand elles donnaient libre recours à leur passion. Vous voyez déjà, ça c'est le Moyen-Âge, ça aurait volé depuis bien longtemps tout ça. Et alors, il fait remarquer que les premiers qui vont cultiver ce que nous tous nous faisons. Par exemple, le fait je dis toujours ça quand je parle en public de mon bouquin, cette chose tout à fait extraordinaire qui est que vous conservez, que vous pensez à ce que je suis en train de dire
sans qu'il y ait d'expression trop visible sur votre visage de votre accord ou de votre désaccord. Chose qui, par exemple, dans l'Antiquité, était même pas imaginable. Dans l'Antiquité, on a des témoignages de ça, quand il y avait un procès public. J'en parle pas dans mon livre, mais je trouve l'anecdote tout à fait frappante. La foule était tellement incapable de maîtriser ses sentiments, etc., qu'il y avait ce qu'on appelait des toruboy, qui étaient deux types de cris. Vous aviez le droit de dire ah, ah, quand vous étiez d'accord, et ouh, quand vous n'étiez pas d'accord. Et c'était absolument interdit de dire autre chose. Donc il y avait les gendarmes, qui étaient des archers d'ailleurs, les archers scythes. Quand il y avait quelqu'un qui essayait de dire quelque chose, bam, il fait un coup sur la tête, n'est-ce pas, pour assommer. Il fallait encadrer la foule pour l'empêcher d'exprimer constamment son approbation au sein des approbations. Une situation comme ça, comme celle que nous vivons là, on est nombreux, pas très nombreux, mais on est nombreux comme ça dans une pièce sans que vous poussiez des cris, ça suppose un dressage comportemental, un dressage social qui est extrêmement profond, qui concerne l'attitude corporelle, la capacité à rester assis, la capacité à rester figé, etc., à ne pas manifester ses expressions. Alors où est-ce que ça apparaît, dit Norbert Elias? Ça apparaît avec ce qu'il appelle l'homme de cour. C'est dans les cours de la Renaissance où le pouvoir commence à être centralisé entre les mains d'un prince qui détient l'autorité fiscale, militaire, etc., où la proximité du prince est la condition de l'exercice du pouvoir. Or le courtisan, l'homme de cour, c'est le premier qui va devoir apprendre à dire une chose en pensant le contraire, à masquer totalement qu'il est humilié ou qu'il triomphe, de façon à ce que personne ne puisse les déchiffrer sur son visage, et qui non seulement ça, va l'apprendre à ses fils. Et va inventer toute une technique de la maîtrise de soi, de la gestuelle, de l'expression du visage, la manière de parler, dans lequel il s'agit de dissimuler, de cacher l'être sous le paraître, et ceci comme une technique de maîtrise du corps, impressionnant autrui, donnant toujours l'impression d'avoir un pouvoir qu'on n'a pas forcément, d'avoir un savoir qu'on n'a pas forcément, etc., avec une traduction physique de la chose. Et ce que Norbert Elias raconte, c'est qu'au fond, c'est par là que les mœurs ont commencé à se civiliser. Ces mœurs morales se sont transmises, généralisées, sont passées à la bourgeoisie, qui a commencé à élever ses enfants comme ça, en produisant ce que Rousseau, ce dont Rousseau, par exemple, se scandalise, c'est-à-dire cette bourgeoisie urbaine cultivée qui est fondamentalement hypocrite et qui vit sous le masque. Qui vit sous le masque au moment où se façonne l'individualisme occidental. Il n'y a pas d'individu sans cette intériorité, ce retrait, au risque de la dissimulation, mais qui est une des conditions de la maîtrise de soi, et qui est une maîtrise de soi incarnée. Par exemple, dans les expressions du visage, dans les mouvements, dans la gestuelle, puis dans le contrôle des pulsions violentes, puis dans le contrôle des pulsions sexuelles, puis etc., etc. Avec une sorte de travail et de la civilisation des mœurs qui est très profonde. Eh bien, l'hypothèse que je fais, c'est que à cette civilisation des mœurs, c'est-à-dire du comportement extérieur, correspond une civilisation de l'esprit, c'est-à-dire des attitudes intérieures. Parce que c'est pas simplement tromper autrui en se maîtrisant soi-même, c'est faire de la maîtrise de soi un idéal poursuivi, notamment par exemple pour des raisons religieuses, comme la domination de l'envie de pécher, comme la domination des mauvaises pensées, qui sont des péchés, des impulsions, des intentions mauvaises, comme quelque chose qui est valorisé en soi, qui, vous voyez, n'est pas simplement une tromperie sociale, mais qui a une valeur propre, et qui est une condition de l'accomplissement de chacun. Et c'est au XVIIe siècle, et également, avec cette généralisation de la civilisation des mœurs à la bourgeoisie, que va naître pour un très grand nombre de gens. C'est des phénomènes de masse, vous voyez, c'est pas juste des religieux dans des monastères qui se disciplinent eux-mêmes, c'est tout le monde, cette espèce de culture de l'intériorité. Il s'agit de creuser cette intériorité, c'est pas l'opposition entre l'être et le paraître, comme dit Rousseau,
c'est véritablement la construction de soi. Par exemple, le jansénisme est une expression absolument, chez Pascal, une expression absolument exemplaire de ce rapport profondément intérieur à soi-même, cette culture de l'intérieur. Avec, du coup, un problème qui finalement n'a pris que chez nous des proportions gigantesques. C'est que bien sûr, dans les cultures chinoises ou japonaises, qui sont des cultures du contrôle, de la maîtrise de soi, avec des structures hiérarchiques extrêmement fortes, c'est très pyramidal, dans ces systèmes impériaux, il y a une discipline. Mais lorsque chez nous, ça devient non pas une tromperie de l'extérieur, ou bien une économie du comportement, une technique de gestion du comportement, et quand ça devient quelque chose justement de vraiment intérieur, une culture de la maîtrise de soi pour la maîtrise de soi, comme scrupulosité, comme intériorité, comme authenticité, avec un auto-examen de ses intentions, pour rejeter les mauvaises, pour qu'elles soient vraiment les bonnes, ça peut aboutir à un résultat complètement paradoxal. C'est que plus vous êtes scrupuleux, par exemple en matière morale et religieuse, et moins vous pouvez agir. La grande question qui s'est posée au XVIIe siècle, c'est que quand on a encouragé les gens à communier beaucoup, il y a des livres qui se publient comme ça s'appelle la fréquente communion, on peut communier que quand on sait confesser. Mais est-ce qu'on sait suffisamment bien confesser? Est-ce qu'on n'a pas oublié un péché? Est-ce qu'on n'a pas diminué apparemment l'importance d'un péché pour s'arranger, etc. Et non seulement ça, le confesseur, pour être bien sûr que les confessions étaient bien faites, le confesseur qui donnait l'absolution à un pécheur, sans être absolument persuadé qu'il se repentait effectivement de ses fautes, était lui-même damné. Si bien que la moitié du travail des confesseurs consistait à se confesser entre confesseurs pour se soulager de l'angoisse exorbitante d'avoir péché contre la confession, contre la pratique de la confession. Alors vous comprenez un peu, si vous avez entendu parler de ce truc très amusant chez Pascal, qui s'appelle les provinciales. Pascal écrit un texte qui s'appelle les provinciales pour se foutre, ridiculiser et attaquer comme non-chrétiens tous ces confesseurs qui facilitent le travail de la confession, en diminuant la valeur des péchés, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, pour comprendre Pascal sur ce point-là, c'est que si les confesseurs faisaient cela, c'est parce que le problème auquel ils ont affaire est un problème social. C'est un problème majeur. C'est qu'à vouloir avoir de trop bons chrétiens, on finit par plus avoir de chrétiens du tout. C'est que les gens ne peuvent plus aller à la messe et ne peuvent plus confesser, parce qu'ils ne peuvent plus communier, s'ils ne trouvent pas dans un soulagement à leur angoisse. Et ce que fait Pascal, c'est d'attaquer un remède qui était un remède social fait pour permettre aux gens de continuer à être des chrétiens, même s'ils n'étaient pas des chrétiens parfaits. Pour ça qu'il y a, à l'époque, des centaines de traités pour aider les gens à se confesser, etc. Des centaines. C'est incroyable. Ils sont en français, ils ne sont pas en latin, pour que tout le monde puisse les lire, y compris ces scrupuleuses qui ont absolument besoin de trouver un moyen de lever leur angoisse et de sortir de l'impasse dans laquelle ils sont avec leurs mauvaises pensées et leurs idées comme ça. Alors, une des choses les plus frappantes, c'est que les jésuites du XVIIe siècle vont inventer des techniques de déculpabilisation qui sont rigoureusement les mêmes, c'est ce que je vais montrer dans le deuxième volume de mon livre, que les thérapeutes cognitivistes contemporains. C'est-à-dire la façon dont ils expliquent aux gens pourquoi ils ne sont pas si coupables qu'ils croient. C'est pas une découverte récente avec des techniques cognitives pour les psychothérapies, c'est quelque chose qui était déjà présent dans le travail de ces confesseurs jésuites. Alors, je donne plein d'exemples, des procédés pour réussir à empêcher les gens d'être tellement coupables et tellement consciencieux, tellement scrupuleux qu'ils ne font plus rien. On aura le problème après, il ne faut pas s'imaginer que c'est une question religieuse, mais au XIXe siècle, je raconte la chose chez les Allemands, par exemple, avec la naissance des gens qui ont, par exemple dans les années 1880, 90, etc., les gens qui vivent dans l'Empire allemand,
qui est à l'époque une immense puissance industrielle, commerciale, etc., où c'est finalement pas des questions religieuses, c'est la question de savoir si on ne s'est pas trompé dans une addition, si on a bien reporté sur la ligne suivante le chiffre qui vient avant, si on n'a pas trompé quelqu'un sur la composition d'une marchandise ou des choses comme ça, qui deviennent des angoisses de scrupules qui concernent le travail et non le rapport à la religion. Et ça, elle se ressemble en ça beaucoup plus à nous. Alors, le truc que j'ai... Voilà, je prends à Norbert Elias cette idée qu'il y a une civilisation des mœurs, mais qu'en réalité, elle est doublée par une vraie question morale, qui est dans notre culture le fait que le développement de cette angoisse morale n'est pas simplement de l'hypocrisie, c'est le développement d'une angoisse de c'est le développement d'une angoisse de type existentiel, en quelque sorte. C'est pas une fausseté, en quelque sorte, qui concerne le comportement, c'est vraiment quelque chose qui concerne les individus. Alors, ce que je voudrais faire dans le but du projet, en quelque sorte, c'est d'essayer de repartir, alors, sur cette base-là, cette intuition qu'on a tous, qu'on a une petite idée de ce que c'est qu'une obsession ou une compulsion, même si on n'est pas un grand toqué. C'est qu'au fond, quand vous avez des intentions et que vous essayez de réaliser vos intentions, ça ne se passe jamais si simplement que ça. C'est-à-dire qu'avoir une intention et ensuite réaliser son intention, il y a toujours quelque chose comme un flottement. Et ça, c'est un trait, en quelque sorte, structural du rapport d'une intention à sa réalisation. Est-ce qu'on a bien fait ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait exactement ce qu'on avait l'intention de faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir en arrière pour le vérifier? Est-ce qu'il ne faudrait pas le répéter pour être bien sûr qu'on y est arrivé? Si vous voyez, ce sont des qualités. Quelqu'un de scrupuleux, c'est pas quelqu'un de malade. Quelqu'un de consciencieux, quelqu'un de zélé, quelqu'un de perfectionniste, on a besoin de cela. Et on a d'autant plus besoin de ces qualités-là que la vie sociale est plus dense et que nous comptons bien que chacun d'entre nous, dans les tâches qui sont les siennes, va les accomplir avec zèle, scrupule, perfectionnisme, etc. On en a absolument besoin. Chaque fois que vous prenez un médicament, chaque fois que vous faites quoi que ce soit, vous comptez bien que tous ceux qui sont intervenus dans la fabrique, la production, le transport, la confection de la chose, ont agi avec ça. Et donc, vous voyez, socialement, plus une vie sociale devient complexe, une grande division du travail, des tâches abstraites, plus on attend que chacun, dans la vie sociale, ait montré toutes ses qualités. Et plus donc vous créez le potentiel pour que des gens deviennent malades de leur conscience professionnelle, malades de leur zèle, de leurs scrupules, etc. C'est que la vie bureaucratique, les tâches abstraites, tout ça, ça développe, ça tend à développer ce type de choses. Bien plus, ces embarras, quand nous les vivons, quand ils commencent à devenir de plus en plus embarrassants et paroxystiques, on a l'impression qu'on est traversé par du doute. Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il faut faire? Ce doute ne cesse de monter comme quelque chose qui fait échouer l'action. C'est-à-dire que non, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse autrement. Donc je reprends mon truc. Et ça repart dans l'autre sens. Le mouvement d'amplification devient de plus en plus fort, et à la fin, j'ai l'impression que chaque fois que je veux faire quelque chose, j'ai l'idée contraire ou l'idée de le faire autrement qui me traverse et qui m'empêche de le réaliser. Cette division du moi finit finalement par faire que je suis hanté par l'angoisse, quand je veux faire quelque chose, de finalement faire le contraire. Par exemple, au lieu de dire, c'est là où vous arrivez, au lieu de commencer votre prière en disant, je sais pas moi, je vous salue Marie, de dire, je vous salue Marie, comme dit Prévert. Ou de vouloir dire quelque chose de gentil à quelqu'un, et puis de sentir d'une manière horrible que c'est une méchanceté qui vous vient à l'esprit, vous ne savez pas d'où ça sort, comme si vous étiez débordé par ce que vous essayez de contrôler, que vous rentrez à l'intérieur de vous-même et qui finit par s'exprimer. Et c'est pourquoi
dès le XVIIe siècle, le thème des obsessions est devenu un thème diabolique. En réalité, le mot obsession est pris dans une série obsession, possession, au sens de possession diabolique, damnation. Là, il y a la tentation d'abord quand le mal est à l'extérieur, il y a l'obsession quand vous ne pouvez plus faire autre chose que penser au mal, il y a la possession quand le mal est rentré en vous et vous attaque de l'intérieur, et il y a la damnation quand vous avez commis la faute suprême, qui est de vous donner, de dire oui au mal qui est rentré à l'intérieur de vous et qui vous obsède. Et donc je raconte dans ce livre comment la possession démoniaque est devenue un enjeu absolument central pour la compréhension de ce que c'est qu'une obsession. Et qu'il a fallu une théorie théologique et des pratiques extrêmement précises de la possession démoniaque pour réussir à concevoir au XVIIe siècle la problématique des obsessions. Elle est venue de la façon de faire sortir le diable des femmes possédées, la théorie des obsessions. Et c'est ça qui m'intéresse le plus essentiellement, si vous voulez, c'est comment, au XVIIe siècle, l'intériorisation, la culture de l'intériorisation et de l'individualité est née au carrefour de la maîtrise de soi, du conflit religieux et de l'obsession-possession dans les crises diaboliques. C'est là où ça s'est noué et où vous avez les premières manifestations spectaculaires de grands troubles obsessionnels. Alors, ça a fixé très longtemps, tout ça, un idéal de l'individu. L'idéal de l'individu, c'est celui qui réussit à agir de manière zélée, scrupuleuse, minutieuse, perfectionniste, et qui réussit quand même à agir, qui fait son devoir sans être écrasé par les représentations du devoir. Et la juste affirmation de soi, c'est de se constituer comme l'agent de ses actes, malgré les embarras écrasants de l'agir. Et embarras qui sont d'autant plus écrasants que la vie sociale est complexe, et qu'il faut être scrupuleux, minutieux, perfectionniste, etc., parce que tout le monde compte sur ça dans la division du travail. Et puis je vais donc conclure sur ce point, c'est que je crois que la différence entre le premier volume et puis le deuxième volume, c'est que je crois que ce modèle, qui est encore très vivant, très présent, de la constitution de l'intériorité comme scrupulosité, comme rapport obsessionnel, mais il faut être un minimum obsessionnel. Sinon, c'est comme si on n'avait aucune conscience dans ce qu'on fait, ni morale, ni professionnelle. Il faut être un minimum, mais pas trop. Ça définissait un espace anthropologique de rapport à soi, d'intériorité et d'individualisation qui était bien précis, qui était centré sur la question de la culpabilité. C'est-à-dire on se regardait, on s'examinait, et on était coupable de ne pas respecter un certain nombre de contraintes, et personne à l'extérieur n'avait besoin de nous le dire, on se le disait à soi-même. Il me semble que ce paradigme de la culpabilité est en train tout doucement, non pas de s'effacer, mais d'être remplacé par quelque chose d'autre. Dans la mesure où les transformations de l'individu et les nouvelles formes d'individualisme ne s'appuient plus tellement sur cette question de culpabilité et de culpabilisation, mais sur autre chose. Donc le deuxième volume aura un titre très différent. Il va s'appeler La fin des coupables. Pourquoi la fin des coupables ? Parce qu'il va prendre acte du fait que les embarras de l'action, dont le modèle était si profondément religieux, leur modèle n'est plus religieux. Leur modèle est extrêmement pratique. Les gens qui ont des tocs, c'est plus du tout aujourd'hui des gens qui sont de façon massive aux prises avec des questions sexuelles, morales, agressives, etc. Un certain nombre, si, ça c'est tout à fait vrai. Mais d'autres, absolument pas. Autrement dit, les embarras de l'action ont été démoralisés. Ce ne sont plus des troubles moraux, ce sont des troubles cognitifs. Ce sont des troubles du contrôle de l'action, de l'intentionnalité, et des perturbations qui, en dernière analyse, ne sont pas des perturbations morales, mais des perturbations cérébrales.
Et ce que je propose de dire, c'est que, en fait, le changement de paradigme se voit extrêmement bien, la naissance d'un nouveau type d'individualité et d'un nouveau type de sentiments moraux, dans le fait que, avant, les embarras de l'agir, les obsessions, etc., c'était des épreuves de vérité. La condition d'existence de la psychanalyse, pour le traitement psychanalytique des obsessionnels, c'est que, au fond, le symptôme obsessionnel trahit un désir refoulé. Si vous dites qu'il trahit un désir refoulé, même s'il est déformé, tout ce qu'on veut, etc., vous dites que c'est un rapport à soi qui peut devenir plus authentique dans l'élucidation du symptôme. Dans le nouveau paradigme de la constitution de soi, il n'y a aucune espèce d'expérience de vérité. Le TOC, c'est la différence de la névrose obsessionnelle, le TOC, c'est un parasite mental. C'est un truc avec lequel je n'ai rien à voir, rien à faire, dont il faut me débarrasser, comme on m'enlève une tumeur, comme on répare un bug cérébral. Cette transformation de l'épreuve de vérité, qui est constitutive de soi, dans la psychanalyse est véritière, très continue avec les questions religieuses de ce point de vue-là, c'est une expérience de vérité, en quelque chose que c'est des parasites, ça aboutit par exemple à l'idée, tout à fait spectaculaire, et dont je raconte à la fin du volume 2 comment ça se passe, qu'au fond on pourrait intervenir sur le cerveau. Si ces embarras-là n'ont plus de signification existentielle, profonde, s'ils ne vous apprennent rien sur vous, si c'est juste des trucs aberrants, comme des courts-circuits à l'intérieur de vos neurones qui n'ont pas de validité, qui ne renvoient à rien du tout dans un espace religieux, qui ne contribuent pas à votre carrière morale, ben pourquoi pas agir directement sur eux. Et c'est effectivement ce qui s'est préparé, c'est fait. Je raconte les expériences qui ont été faites à la Salpêtrière, où on implante dans le cerveau, à des endroits très précis, des électrodes, qui, lorsqu'on appuie sur un bouton, arrêtent les rituels de vérification, de lavage, court-circuitent complètement les obsessions, en appuyant simplement sur un bouton. Ou ce qui est admirable, c'est pas la prouesse technique, c'est la transformation de soi qui rend possible cette prouesse technique, qui rend acceptable cette prouesse technique, en disant que quelque chose qui a pendant des siècles été une expérience d'angoisse, de vérité, qu'on trouve chez Kierkegaard, qu'on trouve chez les grands écrivains du XIXe siècle, etc., comme un rapport à soi. Kierkegaard, c'est absolument spectaculaire à cet égard. La question de l'angoisse, qui avait des symptômes obsessionnels absolument majeurs dans sa vie, ou chez les grandes scrupuleuses du XVIIe siècle, ou chez par exemple Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, qui était complètement ravagé par ce type de choses et qui transforme ça en une expérience spirituelle. Ce monde-là se trouve concurrencé par un autre monde dans lequel l'individu est tellement dans une autre configuration qu'il le vit comme un parasite. C'est quelque chose qu'il faut enlever. Et c'est sur ça que je vais peut-être arrêter de parler. Vous voyez, l'idée, c'est que je suis ainsi parti d'un objet qui a l'air complètement anodin dans le champ de ou pas très intéressant dans le champ de la médecine mentale contemporaine, de la psychiatrie, la question des TOC. Et comment, en faisant l'histoire, vous êtes obligé d'élargir incroyablement le périmètre à l'intérieur duquel le phénomène est compréhensible. Et vous apercevez qu'en fait, vous faites l'histoire de la constitution des sentiments moraux, de la culpabilité, de l'angoisse, du remords, du doute, etc., de l'intériorité individuelle, et comment, du coup, quand on arrive aujourd'hui à retrouver ce qu'est devenu l'obsession, le TOC, avec ses taux de prévalence, ses hypothèses génétiques, ses travaux sur le cerveau, vous retrouvez ça à l'intérieur d'une transformation extrêmement profonde, qui prend plusieurs siècles, du rapport à soi et de la constitution de l'individualisme. Et je le rattache étroitement aux différentes formes d'individualisme, je sais le montrer, notamment à la fin du premier volume, par exemple, pourquoi Freud a inventé la névrose obsessionnelle en allemand, en Autriche, dans un paysage culturel, social, esthétique, moral, politique, extrêmement particulier.
les mêmes symptômes, rigoureusement en France, ont donné lieu à quelque chose de totalement différent. Une théorie qu'on trouve chez Jean-Marc, de ce qu'on appelle la psychasthénie. Pourquoi ? Parce que le paysage moral, politique, institutionnel, à l'intérieur duquel l'action dysfonctionne, l'action, on n'arrive pas à faire des choses, ça ne veut pas du tout dire la même chose quand vous êtes dans un empire, dans les empires de l'époque où l'individu n'a aucune espèce d'expression politique possible. La seule expression politique de l'individu avant la guerre de 14 en Allemagne et en Autriche, c'est la science et l'art. Et quand vous êtes en France, où au contraire, le projet de la Troisième République, c'est d'émanciper les individus pour qu'ils aient une liberté de conscience et de produire un nouvel homme, le citoyen, qui va régénérer l'homme dégénéré du Second Empire, sa corruption, ses mœurs décadentes, qui lui va être l'homme qui est capable de voter, de travailler, etc., etc. Donc les échecs de l'action d'un homme de la Troisième République ne peuvent absolument pas être les échecs de l'action d'un sujet des empires centraux. De même, il y a le côté catholique, le côté protestant, l'extraordinaire poids de la science et de la technologie dans le Reich allemand et l'Autriche, et puis, au contraire, une certaine arriération sur le plan du développement industriel, économique, technique, etc., dans la France du Second Empire, qui en plus est un pays vaincu par rapport à un pays qui a gagné la guerre de 1870, etc., etc. Et dans ces contextes-là, vous voyez, les horizons anthropologiques de l'individu permettent de comprendre que les malaises et les théories faites sur les malaises ne sont pas les mêmes. Dans le deuxième volume, je développe ça à partir de la guerre de 14 jusqu'à aujourd'hui, en montrant les différentes formules que ça donne et comment les TOC, par exemple, d'aujourd'hui, nous apprennent beaucoup de choses sur la condition de ce que c'est que l'individu et l'individualisme aujourd'hui. Le rapport à soi-même, le rapport à autrui, le rapport au corps, les affects qui comptent. Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est l'angoisse? Quelle angoisse? Est-ce que c'est la dépression? Pourquoi ces affects-là qui nous construisent? Et donc ça sert un peu à éclairer le développement de notre civilisation.